messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Après leur nomination, les ministres de la décentralisation et de l'Intérieur ont pris officiellement fonction ce mercredi après une cérémonie fort simple de passation de charge. Le président français est en visite au Rwanda 27 ans après le génocide. Emmanuel Macron souhaite normaliser les relations entre Paris et Kigali. Et puis la junte militaire au Mali a annoncé la démission du président et du premier ministre de transition. L'ONU exige leur libération. Bienvenue à toutes et à tous. Le premier conseil des ministres du second mandat du président Patrice Talon s'est tenu ce mercredi. Dans son adresse aux ministres, le chef de l'État les a exhortés à la rigueur et au travail pour le développement du Bénin. Le point du conseil avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Léandre Oumbédi. La séance a essentiellement consisté en une prise de contact au cours de laquelle le président de la République a donné des orientations très claires sur ce qu'il attend des membres du gouvernement. Ainsi, après les vœux de bienvenue aux uns et aux autres, il les a félicités pour le travail accompli, s'agissant notamment des anciens ministres reconduits dans leurs fonctions. Il a salué la confiance que le peuple place en chacun des ministres à travers la délégation de pouvoir qu'il leur donne. À cet effet, le chef de l'État a rappelé que la salle du Conseil des ministres est le lieu consacré pour prendre des décisions importantes visant à impacter qualitativement la vie de nos compatriotes. Les membres du gouvernement doivent avec détermination s'employer à combler ces attentes du peuple pour mériter davantage sa confiance. Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'asseoir durablement les bases du développement de notre pays et, partant, celles du bien-être collectif et individuel. Aussi, le président de la République a-t-il clairement exprimé sa conviction en disant que, citation, « Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous restons mobilisés dans l'abnégation, nous allons changer le cours de l'histoire de notre pays et au-delà. » Fin de citation. Nous ferons en sorte de démontrer, a-t-il poursuivi, que le sous-développement n'est pas une fatalité, car sa perpétuation est principalement due aux élites qui gouvernent. Si celles-ci prennent réellement conscience de leurs responsabilités et s'engagent à inverser la courbe, elles le peuvent. Pour ce faire, le sérieux, la rigueur et une volonté à toute épreuve sont indispensables, a-t-il prescrit, exhortant les uns et les autres à veiller en permanence à ce que les intérêts individuels ne l'emportent jamais sur l'intérêt collectif. Car, a-t-il justifié, le pays attend de nous notre volonté inébranlable de prendre en charge les enjeux de développement qui constituent les défis à relever. C'est cela qui va déterminer notre succès collectif. C'est pour ces raisons que je ne fais pas de clientélisme politique, même si la fonction est d'abord politique, a expliqué le chef de l'État, précisant qu'il privilégie avant toute chose l'ardeur au travail et la compétence. Et c'est pourquoi aussi il a vivement exhorté les membres du gouvernement à honorer le pays par la qualité de leur contribution à son essor. Comme il fallait s'y attendre, le président de la République a averti qu'en tout état de cause, il n'hésiterait pas à sanctionner les cas de déviance. Le chef de l'État, en terminant ses propos, a donné des précisions sur les réajustements intervenus au niveau des attributions de certains ministères et de la nouvelle orientation qu'il donne à la coordination de l'action gouvernementale pour plus d'efficacité. Après ces propos, mesdames et messieurs, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, M. Abdoulaye Biotchane, a remercié le chef de l'État au nom de ses collègues ainsi que des collaborateurs du président de la République pour la confiance qu'il leur a témoignée avant de lui promettre que l'équipe restera loyale et mobilisée autour des enjeux de développement de notre pays. Passation de charge ce mercredi 26 mai 2021 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Saka Lafia, après avoir passé 5 années à la tête du dit ministère, cède sa place à Alassane Seydou. Suivez le compte rendu de Kano François Ngbederinto et Fiacre Voïta. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, reçoit ses derniers hommages avant de céder sa place à Alassane Seydou.
Dans son discours de revoir, Saka Lafia, après avoir exposé le bilan de ses nombreuses actions à la tête de 10 ministères, a exhorté ses anciens collaborateurs à poursuivre dans la même dynamique avec le nouveau ministre. Monsieur le ministre, après ce parcours sur nos divers chantiers, je voudrais souhaiter que mes désormais anciens collaborateurs puissent vous apporter tout leur savoir-faire pour que votre mission se passe sans embâche. Mesdames et messieurs les directeurs et responsables d'organismes sous tutelle, chers travailleurs, voici venu l'heure de nous séparer. Je pars de mon poste rempli de joie au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus après 5 ans de collaboration intense et de dur labeur, de frustration et de joie également. Je dois vous remercier pour tout ce temps passé ensemble, vous féliciter pour tous vos efforts sans lesquels ces résultats ne seraient pas atteints. Le ministre entrant, Alassane Seydou, a, quant à lui, promis poursuivre les actions de son prédécesseur avec de nouvelles initiatives. Monsieur le ministre, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, selon un adage de chez nous. Dans cette dynamique, ma mission à la tête de ce ministère sera de consolider tous les acquis dont vous avez été l'ardent artisan, faire prospérer tous les projets en cours d'exécution et prendre de nouvelles initiatives pour garder haut l'étendard de ce département ministériel qui a à charge la sécurité des personnes et des biens. Monsieur le ministre, je ne pourrais réussir ma mission sans le concours de tous les directeurs ici présents et de leurs différents collaborateurs. Mesdames et messieurs les directeurs, le succès d'un ministre passe par vous. Cette cérémonie de passation de charge intervient juste au lendemain de la publication officielle de la nouvelle équipe gouvernementale du président Patrice Talon. L'ancien ministre Saka Lafia quitte la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour siéger au Conseil électoral après sa désignation par l'Assemblée nationale. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akoteyan a officiellement pris fonction ce mercredi. Les moments forts de cette cérémonie avec Anne-François Ngbele-Rinto et Damien Pedro. À la suite de la formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon ce mardi 25 mai 2021, Alassane Seydou n'est plus ministre de la décentralisation. Toujours dans le gouvernement, mais au département du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il a comme successeur Raphaël Akoteyan. Lors de la passation de service qui a eu lieu ce mercredi 26 mai 2021 au ministère de la Décentralisation, le ministre sortant a non seulement remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui, mais aussi a salué ses désormais ex-collaborateurs pour leur disponibilité durant son séjour. Tous les résultats ci-dessus énumérés l'ont été grâce à votre engagement, votre participation et votre dévouement. Je reste persuadé que vous ne ménagerez aucun effort pour relever les grands défis assignés au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sous la direction de votre nouveau ministre, mon successeur. Une fois encore, je vous remercie de votre disponibilité. Je remercie les uns et les autres pour leur accompagnement durant mon séjour en tant que ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Suite à ces propos, le ministre entrant, conscient de la charge qui est désormais la sienne, a remercié également le chef de l'État pour l'opportunité qu'il lui a donnée de servir la nation à ses côtés et espère compter sur les cadres du ministère dans l'accomplissement de sa mission. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence, M. Patrice Talon, pour la grande confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne
en me nommant à la tête de cet important ministère. Monsieur le ministre, chers amis, chers frères Alassane Seydou, je voudrais saluer vos efforts ainsi que les nombreux résultats obtenus sous votre leadership. En effet, le processus de décentralisation au Bénin est irréversible et constitue un chantier important pour le développement de notre pays. Je mesure la portée et les défis de la charge qui est désormais la mienne. Je voudrais d'ores et déjà pouvoir compter sur le soutien de tous pour relever ces défis communs et sur l'engagement renouvelé des partenaires techniques et financiers. Pour rappel, Alassane Seydou a pris fonction à la tête de ce département ministériel le 21 février 2019. Il rejoint désormais le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et Raphaël Akotegnon s'installe officiellement pour de nouveaux défis dans le domaine de la décentralisation. Maouyon Kakpo, désormais ancien ministre de l'enseignement secondaire, de technique et de la formation professionnelle, a passé service ce jeudi matin à Kouaro Yves Tchabi. Des défis sont à relever dans ce secteur. Les enseignants pré-insérés, communément appelés aspirants, attendent beaucoup de la nouvelle autorité. Ils énumèrent quelques attentes au micro de Aristide Setti et Denis Marouya. Parlant de la situation des enseignants pré-insérés, abusivement appelés aspirants, je crois que le ministre entrant fait partie des initiateurs de la base de données, de ceux qui ont organisé les tests. Et donc, il sait très bien ce qu'il faut faire pour que ces enseignants aspirants puissent se retrouver. Parce que, abusivement appelés aspirants, ils connaissent le métier, ils exercent le métier. C'est des gens qui font le même travail que les permanents, je dis permanents et contractuels d'État, mais qui sont moins payés et sont surchargés. Donc vous voyez, ces surcharges d'heures font que ils tombent malades tout au long de l'année. Nous avions eu la fameuse question de 30 heures. Je crois que le ministre entrant a suivi de près toutes les actualités concernant ces 30 heures. Finalement, c'est devenu 28 heures. Et je crois que c'est l'occasion pour lui de demander ou de commanditer une évaluation de ces 30 heures pour voir l'impact que cela a eu sur le système éducatif béninois afin de pouvoir donner de nouvelles orientations. De tout remettre à jour, de réinsérer les collègues injustement sortis de la base de données. Ça fait la première des choses. Il faudrait que cette année, bien avant la rentrée, qu'on déploie déjà ou qu'on maintienne au poste et ceux qui sont déjà là et qu'on complète avec le vide. Il faudrait que, obligatoirement, puisque notre président de la République l'a annoncé à l'occasion de son investiture, c'est un mandat qui sera hautement placé sous le signe du social. Donc, il faudrait qu'à partir de cette rentrée qui s'annonce là, on nous signe un contrat de 12 mois sur 12. La question qui taronne un peu les esprits aujourd'hui, c'est que les enseignants abusivement appelés aspirants, n'est-ce pas, avaient travaillé l'année dernière dans des conditions vraiment difficiles et avaient exécuté des heures supplémentaires, mais ces heures supplémentaires restent jusqu'à présent impayées. Moi, j'aurais souhaité que ce ministre, le nouveau ministre, n'est-ce pas, ait un regard sur ce dossier-là afin que ces enseignants puissent entrer en possession de leur dû. L'actualité sur le continent à présent, la situation au Mali est au cœur des discussions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'organisation appelle à la libération immédiate du président de la transition et son premier ministre. Ces derniers ont démissionné après avoir été arrêtés le lundi soir par les militaires. Des démissions sous contrainte qui ne sont pas du goût de la communauté internationale. Hier, par la voix du conseiller spécial du vice-président malien, la nouvelle a été confirmée. Bandao et Mokhtarwan démissionnent. Une décision justifiée tant bien que mal. Ces démissions font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différends profonds, tant sur la forme que sur le fond,
pour ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Accusés de violation de la charte de transition et de ne pas avoir consulté le chef de la junte Assimi Goïta pour la formation d'un nouveau gouvernement, les deux hommes se voient contraints de rendre le pouvoir. Le conseiller spécial a par ailleurs assuré qu'il serait libéré progressivement avec les autres responsables qui ont été arrêtés. Pour la population malienne et les militants qui œuvrent à une transition démocratique, c'est la goutte d'eau. L'action qu'ils ont menée aujourd'hui, c'est une action purement pour servir l'intérêt de quelques groupuscules au sein de l'armée. Ces gens-là, au nom de quel droit, au nom de quelle légitimité, au nom de quelle légalité et au nom de qui, n'est-ce pas, ils s'emparent du pouvoir comme si c'était une question d'un jeu de cours de récréation entre des bébés, entre des enfants. Le Mali ne mérite pas ça. Je ne suis pas de ceux qui sont dans le combat des personnes et dire que le Premier ministre a fait ci, le président de la transition a fait ci et que c'est un problème entre la France et les pro-français et les pro-russes. Moi, je pense que le problème est d'abord pro-malien. Nous sommes d'abord dans un pays dit démocratique et nous avons des principes, nous avons des valeurs. Et je pense que nous devons tout faire pour respecter ces valeurs-là aujourd'hui. Du côté de la communauté internationale, les menaces de sanctions brandies depuis lundi fusent. L'Union européenne se dit prête à prendre des mesures ciblées, pouvant se traduire par un gel des avoirs et des interdictions de voyager pour les militaires et leurs collaborateurs responsables du blocage démocratique. La diplomatie américaine, elle, a directement annoncé la suspension de son assistance aux forces de sécurité et de défense du Mali. Des décisions fortes qui n'ont pas été prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est réuni hier à huis clos. Son porte-parole a exigé la reprise immédiate de la transition dirigée par des civils et le retour des militaires dans leurs casernes. Il est crucial que cette crise soit résolue de manière urgente car elle constitue un défi supplémentaire qui affecterait négativement la mise en œuvre de l'accord de paix. De son côté, Goodluck Jonathan, l'envoyé spécial de la CEDEAO, tente d'apaiser les tensions et reste prudent avant toute déclaration. Il n'y a rien de définitif maintenant. Tant que nous n'aurons pas une discussion avec le peuple, la société civile, les citoyens du Mali, les militaires et ceux qui étaient au gouvernement. Au lendemain du coup d'État d'août dernier, la CEDEAO avait suspendu les échanges commerciaux et financiers entre le Mali et les autres pays membres, une situation qui avait fortement pénalisé l'économie malienne. Pour l'heure, des rumeurs concernant la reprise du pouvoir par Assimi Goïta, le leader du chef de la junte, se font entendre. Mais dans l'attente d'une rencontre entre les différentes parties, la situation reste tendue et le doute sur un retour proche à une transition démocratique est inéluctable. Un nouveau chapitre de l'histoire s'ouvre pour le Rwanda et la France après 27 ans de tumulte, de colère, d'accusations et de déni. Emmanuel Macron est à Kigali ce jeudi pour une visite hautement symbolique et très attendue sur place. 27 ans après le génocide, Emmanuel Macron souhaite normaliser les relations entre Paris et Kigali. Les échanges entre les deux pays sont empoisonnés depuis près de 3 décennies par le rôle de la France dans le massacre des Tutsis survenu en 1994. La publication du rapport Duclerc en mars dernier, dénonçant la responsabilité accablante du gouvernement français de l'époque, a permis de relancer le dialogue entre l'Élysée et le pays dirigé par Paul Kagame. L'enjeu mémoriel sera donc au cœur de la visite d'Emmanuel Macron, alors que le Rwanda attend toujours des excuses de Paris. Le président s'adressera aux victimes de génocide, mais aussi aux rescapés. Nous espérons trouver les mots justes pour pouvoir parler à ces personnes. Notre sentiment, c'est que du côté de la jeunesse africaine et de la jeunesse française, il y a besoin de mettre des mots sur le rôle exact de la France durant cette période. Nous allons répondre à cette demande de compréhension. Mais ce déplacement revêt aussi un enjeu économique. Le président sera accompagné d'une dizaine de chefs d'entreprise et par les responsables de l'Agence française du développement, l'AFD, qui a relancé son action au Rwanda en 2019. Au total, près de 120 millions d'euros ont été engagés, entre autres dans la santé, l'énergie et l'enseignement ces 2 dernières années. Un réchauffement à travers le prisme économique amorcé dès 2018 lors d'une rencontre entre les actuels chefs d'État des 2 pays. Ils se sont mis d'accord pour travailler sur des sujets concrets et d'intérêt commun entre les 2 pays. Un certain nombre d'engagements ont été pris à cette occasion qui ont progressivement été mis en place depuis l'arrivée d'un nouveau chargé d'affaires à Kigali. Le Rwanda
a eu des performances remarquables ces dernières années et peut être considéré comme une plateforme potentielle de rayonnement économique dans la région. Lors de ce voyage, les deux présidents pourraient s'entendre sur le retour d'un ambassadeur français à Kigali, où le poste est vacant depuis 2015. L'occasion pour Emmanuel Macron de concrétiser le retour de l'Hexagone dans une région considérée comme l'une des plus dynamiques du continent africain. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.